Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Roue Libre les amis, débrief des championnats du monde en vue avec bien évidemment celui qui a veillé jusqu'à 4h du matin pour préparer une très belle émission. Comment ça va mon Polo ? Ça va très bien et vous ? En pleine forme, dans la joie et la bonne humeur pour cette belle émission et beaucoup de choses à dire sur ces championnats du monde. Je vois ça. Et l'autre personne de ce plateau, quand vous avez regardé toutes les émissions Roue Libre disponibles que vous n'aviez pas encore vues, vous allez bien évidemment sur son site, sur Chronique du Vélo. Comment ça va Robin ? La forme ? Ça va très bien, très bien. Après ces championnats du monde et frais pour cette fin de saison, je suis plus en forme que Paul, je pense, qui a l'air rincé par cette Non. Je suis pas rincé, je suis en pleine forme. En même temps, il y a de l'actu en ce moment sur First Team Sport, que ce soit les previews NBA, House of Sports que tu fais aussi sur le stream. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a quoi. encore plein de belles choses qui arrivent dans les prochains jours, mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Exactement. Programme de cette émission, les gars, retour sur bien évidemment les championnats du monde avec les analyses de Polo et de Robin. Ils vont vous dire leurs déceptions, leurs explications, leurs tops et leurs flops. Leur joie aussi, S'il y en a. s'il y en a. On va tout vous dire sur ces championnats du monde et notamment sur le vainqueur Mats Pedersen, un Danois de 23 ans que tout le monde ne connaissait pas forcément et tout le monde n'en faisait certainement pas un favori, même pas une grosse cote, mais ça on va voir, pas tout le monde mais certains, on va voir ça tout à l'heure. Débat sur l'équipe de France parce que malheureusement le premier français c'est Tony Galopin, 23e, on va se demander pourquoi, comment est-ce que c'est un échec de Thomas Voeckler, de Julien Alaphilippe ou de toute l'équipe de France dans son ensemble. On terminera bien évidemment l'émission par les bonifs et un quiz, évidemment, comme d'habitude. Je pense qu'on est tous chauds. Polo Oui. sont bien en place. On va pouvoir commencer à débriefer ce championnat du monde. C'est parti. On jette un œil au top 10 de ce championnat du monde pour voir qui est le champion du monde 2019. C'est Mats Pedersen qui succède. Il y a des gens qui ont l'apprend, peut-être. De quoi ? Des gens qui découvrent avec l'émission que c'est Mats. Peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, c'est Mats Pedersen, voilà, le Danois de la Trek Segafredo qui a remporté ce championnat du monde, qui succède à Alejandro Valverde devant Matteo Trentin. L'Italie monte sur le podium et un Suisse, Stefan Kung, ils sont arrivés à 3. Mats Pedersen a réglé ce groupe de 3. Question très simple pour démarrer les gars, Apollo. Est-ce que tu as kiffé ce championnat du monde ? Non, pas trop. Il a hésité à le dire. Non, pas trop pour plusieurs raisons. Déjà, pas le parcours. Le parcours, déjà, de toute façon, ça dépend. C'est les coureurs qui font la course, donc j'ai pas trop envie de parler du parcours. Mais le temps n'a pas rendu la course belle finalement. Elle l'a rendue difficile, mais du coup, elle ne l'a pas forcément rendue belle par le scénario aussi. On voit les images derrière. Le scénario aussi, qui n'est pas celui qu'on attendait. On en parlait un peu avec Robin, on était plutôt d'accord là-dessus tout à l'heure. Et aussi l'absence de résultats des Français. C'est cette espèce de trio qui font que c'est loin d'être mon championnat du monde préféré, surtout quand on passe du championnat du monde 2018 à celui-là. Moi, qui suis plus un amoureux des montagnes et des dénivelés, forcément, j'ai pris beaucoup moins de plaisir cette année que par exemple l'année dernière. C'est vrai que notamment la comparaison avec l'année dernière fait mal. Robin, qu'est-ce que tu as pensé de ce championnat du monde ? Je suis un peu d'accord avec Paul. En fait, c'est surtout que je pense qu'on avait une liste de favoris qui faisait vraiment saliver, de très très gros noms, et on attendait une bagarre entre ces mecs-là. Avec plusieurs profils. On s'est régalé, Voilà, on ne savait pas vraiment, il y avait beaucoup de questions, mais il y avait des gros noms qui étaient présents. Il y avait beaucoup de scénarios possibles qui mettaient aux prises les gros favoris, et finalement on a eu peut-être le seul scénario qui fait la part belle aux outsiders, même plus que les outsiders, les presque second couteaux, sans que ce soit péjoratif. Donc je pense que c'est ça un peu qui nous a un petit peu laissé sur notre faim, parce qu'il y avait tout pour que cette course soit belle. Mais comme le dit Paul, en fait, la météo qui a rendu la course dantesque, je pense qu'elle a empêché d'avoir une course où on aurait eu Van Avermaet, Gilbert, Alaphilippe, Sagan, qui se battaient avec Van Der Poel et Trentin. Là, voilà, ça a fait la sélection. Là-dessus, il y a Larry Warbat qui a fait un édito sur le site Rouleur. Si vous êtes amoureux du cyclisme, n'hésitez pas à aller sur ce site anglophone. Et il a fait un éditorial dans lequel il parle notamment de la chute des COF en espoir. Et il parle notamment de cette manie des organisations à organiser tout simplement des courses là où ce n'est pas forcément le meilleur endroit en fonction de la période de l'année. Notamment en Grande-Bretagne, il dit voilà, il pleut 75% du temps. On est à 90% sûr qu'il va pleuvoir dans le Yorkshire, beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision d'un coureur pro ? Ça veut dire que tu fais jamais le championnat du monde en Grande-Bretagne. C'est quand même un pays, malgré tout, historique du cyclisme, même si c'est pas la France ou la Belgique.
Et puis c'est le Yorkshire, c'est pas les championnats du monde Le d'athlée à Doha. Tu Le vois, Yorkshire est c'est une un- terre de cyclisme. Oui, le On Tour du apprend à le Yorkshire, ça se découvrir, passe bien. notamment depuis 2014 et le Tour de France, mais le Yorkshire est une vraie terre de cyclisme. On le voit tous les ans avec le Tour qui se dispute là-bas, qui rassemble des foules immenses au bord des routes, qui pleuve. À la limite, c'est normal. Et je pense que les organisateurs comptaient un peu là-dessus pour rendre la course un peu Jusque-là, il y a eu débridée, un trop, peu quoi. sympa. Sauf que là, c'était trop et c'est de la faute de personne. C'est comme ça. Ouais, Nous, on analyse. très froid. Voilà, il faisait très froid en plus. On analyse après course, mais voilà, il y a personne à incriminer. C'est la vie, c'est la météo. Personne n'est à blâmer là-dessus. On part sur ce débrief un peu plus en profondeur. On va parler des moments forts. Et le premier moment fort de ce championnat du monde, c'est la chute de Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, le Belge, qui était co-leader avec Greg Van Avermaet. Et il a chuté à 123 km de l'arrivée. Robin, déjà, ça a été le premier moment fort. On a perdu un gros favori. Et vu ses larmes, c'est qu'il était en forme. Ouais, en fait, ça a été une course par élimination et Gilbert, ça a été le premier cador éliminé. Et bon, c'était juste pas de chance, hein. La météo fait que c'était pas facile de tenir sur son vélo. Malheureusement, c'est Gilbert qui est allé au tapis et après, bon, il était un petit peu touché. Et en plus, tu te retrouves dans une course sans oreillette qui fait qu'on a Tim de Klerk qui est en train de rouler dans le peloton. Il n'est pas au courant qu'un de ses leaders est derrière en train d'essayer de revenir. Donc finalement, il l'enterre lui-même, mais voilà, c'est pas volontaire. C'est juste, je pense aussi que ces mecs-là ne sont plus habitués à courir sans oreillette et que il se dit pas une seconde que Gilbert est peut-être plus là. Donc c'est Ce pas de qu'il chance. a dit à la RTBF, Philippe Gilbert, il dit voilà, il était dégoûté parce que quitter le Yorkshire avec rien d'autre que des bonnes jambes. Je ne sais toujours pas exactement ce qui a causé ma chute, mais c'est probablement mieux de ne plus y penser et d'attendre avec impatience les prochains objectifs, Polo. Ouais, les prochains objectifs, je sais pas. C'est plus le Gilbert ardennais qu'on a connu. Donc je pense que les classiques italiennes ne Les sont objectifs plus. de 2020. sont C'était plus pour surtout lui. sa dernière chance, peut-être, pour être champion du monde. Il l'a déjà été, hein. Il l'a déjà été. À nouveau, Oui. à nouveau. Voilà. Il l'a Une déjà, deuxième il l'a fois. déjà été, mais Ouais. oui, c'est sûr que l'année prochaine, ce sera pas pour lui. Même le parcours des JO est compliqué pour lui. Mais l'année prochaine, son objectif, ce sera Milan-San Remo. De toute façon, c'est le seul monument qui lui manque. Et il le dit tout le temps dès qu'il a l'occasion de le dire, c'est l'unique objectif qui lui reste. Le fait est que la chute de Gilbert, qui entraîne aussi l'élimination un peu de Evenepoel, ça aussi, ça a joué sur ces championnats du monde d'une manière. Evenepoel qui évidemment s'est fait décrocher volontairement pour aller chercher son leader. Bien sûr, parce que quand Kung part avec Pedersen et Tønnesen un peu en contre un peu derrière, Evenepoel, je pense que c'est ce type de coureur qui avait carte blanche avec la Belgique et qui aurait suivi. Et avec un Evenepoel devant, tu n'as plus la même course, derrière. Tu as des gens qui sont obligés de se découvrir beaucoup plus tôt, des gens qui sont obligés de prendre des risques. Et la Belgique, il y aura des choses à redire sur leur stratégie, mais je pense que tout simplement, derrière Gilbert et Evenepoel, on ne saura jamais. Gilbert, on savait quand même qu'il avait de très bonnes jambes. Et on a eu affaire à des gens qui n'étaient pas dans la meilleure forme de leur saison, tout simplement. On avance à 33 km de l'arrivée et l'attaque de Mathieu Van Der Poel, c'était le premier grand frisson Polo de ce championnat du monde. On s'est dit, ça y est, c'est parti, il se passe quelque chose, mais derrière, ça n'a pas suivi. Alors, est-ce que Van Der Poel a attaqué un peu trop tôt parce que derrière, comme il l'a dit, la lumière s'est éteinte pour lui, ou est-ce que tu penses que les autres n'avaient simplement pas les jambes? C'est deux questions différentes. Je pense que Van Der Poel attaquait trop tôt, je suis pas sûr. On l'a déjà vu faire bien pire, peut-être pas à ce niveau d'intensité, à une course d'une telle ampleur, mais que ce soit sur la Flèche Brabançonne, on l'a vu tout le printemps dernier tenter des coups comme ça. Et au final, c'était un bon coup, puisqu'il arrive à s'esseler avec Trentin comme, on le pensait au moment de l'attaque, comme unique adversaire. Donc non, jusqu'à ce qu'il ait son extinction des feux, c'était un coup parfait pour Van Der Poel tactiquement, qui avait réussi à sortir de sa roue et les punchers comme Alaphilippe et les gros sprinters comme les Sagan, Matthews et autres. Donc non, c'était un bon coup. Et lui d'ailleurs, il n'a pas forcément de regret parce qu'il dit la lumière s'est éteinte, il n'a jamais connu ça, il voit pas ce qui pourrait se reprocher, il a pensé à manger, à boire, le froid a dû jouer, je n'arrivais pas à me réchauffer, le dernier tour a été très long mais je voulais terminer mon premier mondial en élite, Romain. Ouais, ça a été la grosse surprise. Je pense comme Paul que en fait, Van Der Poel, quand il attaque, c'est le moment parfait. 35 km de l'arrivée sur un championnat du monde où il espère ne pas arriver avec les sprinters. Et il rejoint assez facilement d'ailleurs Voilà. Mats Pedersen. Exactement, et les autres qui sont devant. Et je pense que tous ceux qui pouvaient prendre sa roue l'ont fait, mais il n'y avait que Trentin. Et Sagan, Matthews, Alaphilippe, les Belges, s'ils avaient pu, pour moi, ils auraient sauté dans sa roue. Justement, Sagan, c'est
l'homme particulier sur lequel on peut s'arrêter, parce que Sagan, au final, à la fin, à 3 km de l'arrivée, il sort tout seul. Il était à 1 minute 15, il reprend 30 secondes au groupe devant. Bon, certes, qui a un peu ralenti, Regardez, mais il semblait quand même avoir un peu de jambes, Peter Sagan. C'est peut-être celui, on se dit, petite déception, parce qu'il attendait de l'aide des autres qu'il n'a pas eu, parce qu'il ne pouvait pas. Et lui, peut-être un peu d'amertume. Sagan, il misait sur un sprint et je pense que c'était dans son intérêt de ne pas suivre une attaque violente et tranchante de Mathieu Van Der Poel. S'il avait vraiment pu, tu crois qu'il y serait pas allé? Parce que c'est un peu immisé sur le moi, je sprint pense que oui. par défaut. Tu peux pas suivre Van Der Poel, tu te dis prions pour que ça rentre et que ça arrive au sprint. Je pense qu'il pouvait pas le suivre, évidemment, mais je pense qu'il s'est dit que c'était peut-être après 250-240 km de course, d'attaquer comme ça aussi violemment, aussi loin, ça pouvait peut-être aussi porter préjudice à Van Der Poel plus tard dans la course. Le fait est qu'ils ont trouvé du relais devant avec finalement des Pedersen et des Koen qui étaient très très forts. Et du coup, Sagan le dit bien dans cette interview, c'est qu'il espérait que ça arrive au sprint. Donc je ne sais pas s'il avait les moyens ou pas de le faire, mais quoi qu'il arrive, on l'avait bien dit dans la preview, c'était un Sagan très fort et un Sagan qui peut un peu s'en mordre les doigts, je pense, qui pouvait s'en mordre les doigts dimanche soir. Et ce qu'il a dit exactement, Peter Sagan, à l'arrivée, il n'était pas déçu de la course, il se sentait vraiment bien, mais il a manqué l'opportunité d'aller en groupe de devant. Bon, voilà, il dit quand même qu'il regrette un peu de ne pas avoir pris la roue. Je pouvais y être, mais je pensais que ça allait revenir et qu'on allait se disputer la gagne au sprint. J'ai raté l'occasion d'être devant. Bon, là, clairement, il se dit qu'il a raté le bon coche. Ouais, après, je sais pas s'il faut le croire quand il dit je pouvais suivre, hein, parce que l'attaque de Van Der Poel, elle est quand même sacrément coriace. Et Sagan, niveau science de la course, j'ai envie de dire, c'est quand même un des cadres du peloton. Si lui, quand Van Der Poel il part, il a cru que derrière tout le monde, ça allait rentrer tranquillement. Le peloton, il était déjà rincé. La moitié des mecs qui étaient là, ils avaient le couteau sur Non, la après, gorge. peut-être qu'hormis Van Der Poel, il y a d'autres favoris auxquels il pensait, notamment Alaphilippe Ouais, et Greg Van Avermaet. Il se disait, ils vont peut-être bouger un moment, je Ouais, ne vais pas bouger tout seul. oui, mais même pour moi, c'était beaucoup trop risqué. Un gros favori comme Van Der Poel part, tu sais en plus la forme qu'il a, tu peux pas le laisser. Surtout que même si derrière, admettons que les trois soient en forme correcte, Alaphilippe, Sagan, Van Avermaet, il roule à 3, ça reste équilibré par rapport à devant, il roule à 4, dont 2 mecs frais, Van Der Poel et Trentin. Franchement, il y avait beaucoup trop d'incertitudes pour laisser partir Van Der Poel. Je pense que Sagan n'a pas pu suivre. Après, les déclats d'après-course, c'est pareil avec Van Der Poel. Il dit « j'ai rien à me reprocher ». Est-ce que c'est vraiment le cas? On saura pas. Est-ce que c'est seulement la météo qui lui est tombée dessus? Est-ce qu'il a fait quand même quelques petites erreurs pour avoir une telle défaillance? Voilà, moi je me rappelle que j'avais pointé son inexpérience la semaine dernière. Je m'étais dit ça pourrait peser à un moment. On ne saura pas si c'est vraiment ça ou si c'est juste la faute à pas de chance, mais en tout cas, son premier mondial, c'était pas le bon. Ouais, l'inexpérience, je pense que c'était la première fois qu'il courait une course aussi longue, mine de rien, parce que certes, il a couru des courses à Il a plus fait de 200 le bornes. Tour des Flandres, ouais. C'est ça. 260. Mais là, c'était C'était la seule inconnue, en fait, sur Mathieu c'était Van quand Der même 260 bornes dans des conditions dantesques, de froid, de pluie, face aux meilleurs mondiaux, avec des responsabilités à prendre, puisque mine de rien, c'était le favori, avec une pancarte énorme. Je le rappelle, il avait une cote de 2,50 sur une course de cyclisme sur les championnats du monde. C'est quand même assez aberrant d'avoir une cote aussi basse pour un coureur. C'était pas facile, mais il a tenté, il a assumé son rôle. Ça n'a pas payé, mais je pense que, pareil, on en a beaucoup parlé cette saison. C'est de l'expérience qu'il va acquérir pour les années suivantes. Et à mon avis, il risque maintenant d'être redoutable parce qu'il a beaucoup appris, je pense, dans le Yorkshire. Mathieu Van Der Poel, donc la lumière s'est éteinte, comme il le dit si bien. Et derrière, on a eu un groupe de 3 avec Matteo Trentin, Stefan Kung et donc le champion du monde final, Mats Pedersen. Et là, tout le monde voyait Matteo Trentin être clairement favori, les gars. Et pareil, lui, incapable d'avoir des jambes. C'est là qu'on voit que dans des courses pareilles, avec des conditions pareilles, ça nivelle complètement les valeurs. Ouais, je me demande ce qu'ils ont fait, l'Italie. Je me demande si Moscon était au courant que Trentin était autant que ça limite. Si Trentin lui-même se doutait qu'il était aussi limite. Après, Moscon, il était dans le noir aussi, lui aussi. C'est vrai. Il se fait décrocher une fois dans une côte, il revient. Une deuxième fois, il revient. Il était clairement à la rupture, Gianni Moscon. Je me suis dit, parce qu'on en parlait pendant la course, est-ce que Trentin va essayer de lâcher tous les deux autres pour finir tout seul? Sans les oreillettes, en plus, les informations passent moins bien. Et dans la bosse, Moscon se fait lâcher et Trentin ne bouge pas. Et je me dis, moi, il veut pas le faire péter complètement parce qu'il se dit Moscon va revenir, va lui emmener le sprint. Ouais. Mais je me dis c'est risqué cette histoire parce que Moscon il a l'air quand même cramé et au sprint on sait jamais ce qui peut se passer. Si t'es plus fort, c'est plus sûr quand même de partir quoi. Et en fait je pense simplement que Trentin il s'était mis sacrément dans le rouge. Matteo Trentin, on voit ce qu'il a dit. Alors voilà, merci. Il ne s'est rien passé de spécial dans le sprint. Matt était tout simplement
plus fort. C'est ce qu'il s'est passé. C'était vraiment dur toute la journée. Quand Van Der Poel et moi avons attaqué, personne n'a pu suivre. C'est que la course était vraiment dure. Je ne l'ai pas vu exploser. Certes, ça a été une grande surprise de voir Trentin battu, Polo. Ouais, moi, le truc aussi, et ça va de pair avec Mathieu Van Der Poel, c'est qu'ils ont fait énormément d'efforts pour s'extirper, pour revenir sur le groupe de devant. Trentin, lui, en plus, oui, mais les mecs... il est sorti avant ou après Van Der Poel? Non, ils sortent en même temps. Exactement. Van Der Poel attaque et Mais Trentin. Pedersen et Kung, ils ont aussi des kilomètres en plus dans les jambes, tu vois, à l'avant. Donc tu peux dire que ça s'équilibre. Ils sont censés être plus forts, Trentin et Van Der Poel. Trentin a très bien résumé la situation. Le plus fort, c'était Mats Pedersen. C'est pour le coup inexplicable, mais après, comme je l'ai dit, avec ce temps-là, ces conditions météo, ces conditions de course, autant de kilomètres à une telle intensité, tout peut arriver. Il n'y a plus de... oui, ce mec-là... Danois comme italien. Ouais, bah c'est ça. Et Mats Pedersen l'a dit, que ça lui correspondait beaucoup plus. Mais après, de là à ce qu'il aille beaucoup plus vite au sprint, moi, je ne m'y attendais pas. Surtout que dans la dernière difficulté, il est un peu au rupteur sur l'accélération de Stephen Kung. Donc, il l'aborde n'importe comment, le sprint, en plus. En tête, retourner pour voir où sont les deux autres, mais il a la pire position. Non, et moi, je me dis, bah, c'est terminé, quoi. Je me dis, franchement, il va faire podium, c'est déjà bien, mais il n'y a aucune chance qu'il gagne. À 300 mètres, j'y crois absolument pas. Et finalement, il avait le cerveau, les doigts frisés. personne ne l'a déboîté. Est-ce que vous avez on va terminer le débrief. Est-ce que vous avez un dernier avis sur un coureur, sur une nation, un dernier coup de gueule? Je ne sais pas, que ce soit sur Valverde, Lutsenko, des gars dont vous pouviez croire. Non, Valverde, c'était pas pour lui. Il a vite compris. Il a mis le clignotant rapidement. Bennett aussi. Lutsenko n'a pas eu de chance. Il a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Bennett, Ackermann, c'était trop dur pour eux parce que, mine de rien, la France a fait ce qu'on attendait d'elle. On en parlera tout à l'heure. Mais au moins, la France a durci pour que, justement, ces sprinters qui pensaient peut-être pouvoir avoir une chance à défendre n'aient aucune chance à défendre. Ça a été le cas. Non, le gros bémol, c'est l'équipe belge. L'équipe belge qui a été... qui n'est pas complètement responsable non plus. Tu perds 2 de tes hommes importants sur un... mais ils ont, à part Tim De Klerk, ils n'avaient que des hommes importants, quoi. Quid des Wellens, des Van Avermaet. On a vu Dylan Teuns bosser. Alors que, mine de rien, je pense qu'il avait l'air d'être l'un des plus en forme. Oui, mais t'es bien surtout, il adore ces conditions-là, Dylan. Non, mais t'es obligé de définir des rôles et il y en a qui doivent bosser, c'est comme ça. Ouais, tu peux pas dire à tout le monde, vous êtes tous très forts, faites tous votre course de votre côté, quoi. Et après, du coup, moi, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir vu, surtout dans ces conditions-là, Jasper Stuyven, qui était très en forme dans cette fin de saison, qui militait pour une place aussi, pour l'une des dernières places pour cette sélection, et qui n'a pas été choisie. Je pense que peut-être que le Rick Verbrugge s'en mord les doigts aujourd'hui. Je sais pas. Moi, j'aurais peut-être pris Stuyven, surtout quand on sait que dans Yorkshire, il allait faire ce temps de merde, quoi. Non, mais... Sur ce beau mot de Polo, on va terminer notre mais bien sûr, comme tu dis, avec Gilbert qui abandonne et Evenepoel qui est entraîné dans la chute de Gilbert, dans les deux sens du terme d'ailleurs, c'est sûr que ça a rebâti les cartes, mais ils avaient quand même d'autres armes, il me semble, notamment pour peser sur la course, ce qu'ils n'ont pas fait par rapport à nous Français. On a terminé ce débrief, on va partir sur celui qui a gagné ces championnats du monde, l'étonnant Mats Pedersen. C'est parti pour un nouveau focus. Il est danois, il a 23 ans et il s'appelle Mats Pedersen. Il est champion du monde 2019. Revoyons ce top 10 avec ce nom qui est tout en haut. La première ligne, étonnant Mats Pedersen. Alors, étonnant, mais on va commencer l'émission comme ça parce qu'il faut bien le dire, Robin avait émis la possibilité, Mats Pedersen, je ne l'avais entendu nulle part ailleurs, Polo non plus, quand on a préparé l'émission. On a un screenshot même qui le prouve. On va voir ce que disait exactement, parce que ceux qui ont vu notre preview, on a fait une partie grosse cote. Donc on s'est dit un mec qui a 20 de cote, etc. Et donc vous voyez, Robin est en vert et il dit pourquoi pas Mats Pedersen. Après, il a dit ou non, tiens, Boassenhagen. Bien sorti. Bon, voilà. C'est le fer qui parle sur Boassenhagen. Finalement, dans l'émission, tu n'as pas parlé de Mats Pedersen, mais qu'est-ce qui t'a fait penser à la possibilité Mats Pedersen? Je me suis dit, premièrement, les longues courses, les courses d'un jour, il aime ça. Et je me suis dit, c'est un mec qu'on a un peu oublié depuis son Tour des Flandres 2018 où il avait fait 2e. Un beau printemps d'ailleurs, parce qu'il avait fait aussi 5e de Gand-Wevelgem. Et je me suis dit, sur le papier, c'est une course... Wevelgem ou à travers la Flandre? Non, Gand-Wevelgem, j'ai vérifié hier. Okay. Et donc... Confiance reine. et donc je m'étais dit, c'est une course pour lui. En plus, on va dire certains critères étaient réunis puisque l'équipe danoise misait pas spécialement sur lui. On avait Jakob Fuglsang, on avait Michael Valgren et il n'était pas spécialement surveillé, beaucoup moins que certains de ses coéquipiers. Donc voilà, je me suis dit, ça peut le faire pour Mats Pedersen
pour un bel accessite. Mais- Moi, tu vois, je pensais que tu allais me dire que tu avais regardé la Coupe de France et le Grand Prix Oui aussi, d'Isberg. oui, ça a joué. J'oubliais ça. Évidemment, le fait qu'il gagne une semaine avant le Grand Prix d'Isberg et que voilà, en solitaire devant les sprinters, c'était un signe aussi qu'il était en forme. C'est à peu près d'ailleurs le même genre d'arrivée. Enfin, Ouais, 200 km déjà, ça voulait dire quelque chose. Point de vitesse, en avec tout la cas. même opposition. non. En tout cas, avec une opposition nivelée, donc ça veut dire que lui est Non, en mais forme. ce qui est sûr, c'est que des gens qui ont gagné le Grand Prix d'Isberg ont toujours performé sur le championnat du monde. On a vu les derniers vainqueurs sont donc Philippe Gilbert, qui a été champion du monde, et aussi Benoît Cosnefroy, champion du monde junior. Donc junior, oui. Espoir Espoir, pardon. Oui, Puis quand on excusez-moi. aime bien Et je confonds toujours les appellations junior et on est sport. obligatoirement bon quand il fait froid. Oui, voilà, je c'est ça, l'avais, exactement, celle-là, c'est Joseph. super, hein. Et pour apporter un petit. Je viens d'y penser. Et Il pour- est complètement couplé dans son analyse, mais je voulais la faire. non, moi, j'avais pas d'analyse. Justement, je suis allé vérifier ton info, je me suis trompé. Robin, et tu t'es trompé. Il, Bah, abandonne, il abandonne quand VV le game et il fait 5e à Écoute, travers bah, les Flandres 3-4 jours avant le Tour des Flandres. Boasson ou Mats Pedersen, c'est pareil. Mais oui, qu'il ait gagné le Grand Prix d'Isberg, ça aurait dû nous mettre sur la voie. La question Bah, donc, de jamais j'aurais parié qu'il gagnerait. Hein. Je Ah non. misais sur un petit Voilà, top c'est 10, ça. quelque chose de sympa. Quand je l'ai vu devant, je me suis dit, tiens, j'avais bien senti, mais même là, j'y croyais toujours pas. La question est simple, est-ce que Mats Pedersen est un beau champion du monde, Polo? Oui, alors qu'on soit d'accord, moi dans mon canapé, je vais jamais dire d'un mec qui vient de faire 260 bornes sous 10 degrés, sous une pluie battante, avec une course de guerrier comme il l'a faite, dire que ce n'est pas un beau champion du monde. C'est un champion du monde magnifique. Après, est-ce que c'est le champion du monde que j'aurais aimé voir? Peut-être pas. Alors, pour Mais quelle il raison? faut Parce que aussi, ce il faut n'est aussi pas forcément respecter. un champion du monde pour le cyclisme. Non, c'est pas forcément pour le cyclisme, c'est que moi j'avais envie d'une belle bataille entre favoris, j'avais envie de voir des Français qui répondent présent, enfin d'avoir un Français qui répond présent, Surtout. de voir Sagan s'étriper avec un Van Avermaet, avec un Gilbert, avec un Trentin, mais aussi avec un Van Der Poel à qui il manque pas 15 km. Non, c'est un champion du monde magnifique de par sa course de guerrier, le fait qu'il n'ait pas lâché une seule seconde. On l'a vu parfois en difficulté, notamment dans les derniers kilomètres quand Stephen Kung accélère. Il n'a rien lâché. Au sprint, tout le monde le donnait perdant. Finalement, c'est Sukin. Non, c'est un champion du monde magnifique. Mais si j'aurais choisi un champion du monde, je n'aurais pas choisi lui, évidemment. Loin de là, ça c'est une réalité aussi. Même question, Robin. Ouais, je suis un peu de l'avis de Paul. Franchement, avant la course, si j'avais pu. Je dirais, il y a beaucoup de champions du monde pour qui ça aurait été beau. On aurait tous voulu voir Julien Lafilippe en arc-en-ciel. Même un garçon comme Greg Van Avermaet ou Sagan une 4e fois sacrée. Ça aurait été peut-être davantage historique, davantage emblématique. Même si, bon, Mats Pedersen est le premier Danois champion du monde, donc ça veut dire quelque chose quand même. Mais voilà, c'est surtout, en fait, on pourra, je pense, juger si c'est un beau champion du monde à la saison qu'il va faire avec ce maillot-là, en fait. S'il répond présent le printemps prochain sur les classiques flandriennes, il deviendra automatiquement un beau champion du monde. Et c'est juste que ce titre-là aurait été une sorte de lancement de sa carrière, même s'il a déjà fait quelques beaux résultats. Alors que s'il fait une année blanche ou pas loin, on ne se rappellera pas forcément de lui. Du moins, on se rappellera qu'il a été un champion du monde surprise, mais on n'aura pas été marqué par son année de champion du Et monde. puis, ouais, dis-moi, Joseph. Non, mais vas-y, je t'ai coupé. Non, une fois, mais je te couperai pas deux fois, Polo. tu parlais de sa saison à venir. On se rappelle aussi de la saison qui vient de passer, qui est une saison, on peut parler d'une saison Mauvaise. blanche, une mauvaise saison, notamment après les espoirs qu'il nous avait donnés l'an passé avec ses résultats dans les Flandres. Deuxième Tour de Flandre, Mats Pedersen, c'est là où on l'avait découvert. Deuxième du Tour de Flandre, exactement. 5e à travers les Flandres aussi quelques jours plus tôt. On l'a dit tout à l'heure. Voilà, quid de Mats Pedersen, qui était un de nos grands espoirs. On en avait parlé dans une de nos vidéos en début de saison, notamment sur ces courses d'un jour. Alors, regardez, est-ce que quelqu'un avait annoncé qu'il gagnerait une grande course cette année? Non, moi je l'ai re-regardé. On dit on se mouille pas trop. Voilà, on prend des pincettes parce que justement, on avait aussi des doutes sur sa capacité à Moi, j'en avais beaucoup. confirmer. Le fait est que cette année, il n'a pas confirmé jusqu'à aujourd'hui, ce qui est assez significatif déjà d'un état de forme important, c'est que dans une certaine physionomie de course, il a quand même cette capacité à débrancher dans la tête et à appuyer sur les pédales qui est quand même impressionnante. On l'a vu dans la roue de Niki Terpstra au Tour des Flandres. Là, on l'a vu avec Stephen Kung, Mathieu Van Der Poel, Matteo Trentin et consorts. Il a cette capacité-là. Maintenant, je pense qu'il y a ce gap psychologique à passer en se disant ça, je peux le faire. Pas forcément en réaction, mais en étant acteur de mes propres courses. Une des questions qui va être intéressante, c'est l'année 2020, parce que il est chez la Trek Segafredo et tu parles des Flandriennes. Et quel statut il va avoir au sein de son équipe? Parce que sur les Flandriennes, Là, t'es obligé la d'être leader. Trek
Bah, ils ont quand même de beaux coureurs comme John Degenkolb, Ouais. Jasper Stuyven dont tu parlais tout à l'heure. Là, il n'y a plus de questions. Franchement, il n'y a plus de questions parce que il y en avait qui pouvaient se poser. Quand il fait deuxième du Tour des Flandres en 2018, une semaine après sur Paris-Roubaix, il fait l'équipier pour Degenkolb et Stuyven. Là, cette fois-ci, c'est impossible. Tu as le maillot de champion du monde. Quand tu es Trek, tu veux que ce mec-là soit le plus devant possible. Donc maintenant, l'équipe, elle va rouler pour lui, surtout que Degenkolb il commence à se faire un petit peu vieux. Jasper Stuyven, il a eu sa chance sur les Flandriennes, il ne l'a pas saisi. Mats Pedersen, il a 23 ans, bientôt 24. C'est lui l'avenir, c'est sur lui que Trek va miser. Et en plus, son statut va changer. Je veux dire, maintenant, il peut avoir beaucoup plus de revendications que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Il peut demander des équipiers autour de lui. Ça va aller avec le salaire aussi, soit une revalorisation. En tout cas, il a peut-être pas tout de suite parce qu'il a encore un an de contrat. Mais si Trek veut le garder ensuite, ce sera plus le même salaire. Donc voilà, sa carrière va changer. À lui d'assumer parce que ça va aller aussi avec beaucoup plus de responsabilités. Ces dernières années, on a eu des champions du monde qui étaient Kwiatkowski, Sagan, Valverde, des mecs qui étaient déjà des grands noms quand ils sont sacrés, pour qui ça n'a pas été trop compliqué d'assumer. Pour lui, ça va être une autre histoire. C'est peut-être la plus grande surprise depuis Igor Astarloa en 2003. Et bah lui, pour assumer, il va avoir une pression sur les épaules qu'il ne connaît pas jusqu'à maintenant. Mais par contre, il a une grosse équipe autour de lui. On a parlé de Stuyven, on n'a pas parlé de Skuns aussi. Ces mecs-là sont aussi dévoués à lui. Il fait un très beau championnat du monde aussi. Cette équipe sera aussi dévouée pour lui sur ce genre de parcours. Donc à lui maintenant, toutes les cartes sont dans. Il va y avoir plus de respect quoi. aussi dans le peloton. Quand ça frotte, on laisse passer le champion du monde alors qu'on ne laisse pas forcément passer un mec de 23 ans qui n'a pas encore prouvé. Il peut bénéficier aussi de l'expérience d'un Vincenzo Nibali qui arrivera chez Trek l'année prochaine, de Richie Porte. Ils seront pas alignés sur les mêmes Richie Porte n'est pas forcément l'homme le Nibali, Tour des à Flandres, la plus grande dynamique qui soit. Nibali, sur le Tour des Flandres, il peut être là. Rappelle-toi, sa première incursion avait été pas mal. Tout à fait, mais je pense que le Nibali, équipier, bien sûr. le Nibali de 30, putain, il a quoi? Il a 35? 34, 35, ouais. Je vais vérifier de suite, là, je l'ai sous les yeux. Tiens. Hop. Non, mais après, c'est plus une question de comment gérer la pression médiatique et la lumière qui va être mise sur Trek Segafredo qu'il y avait une aussi. sorte de malédiction à une époque du maillot arc-en-ciel. Rui Costa a fait une année catastrophique avec son maillot. Même Gilbert a eu beaucoup de mal. Evans avant lui. Cavendish c'en est mieux. Cavendish gagne 3 étapes sur le Tour de France, 3 étapes sur le Giro. Il fait une année monstrueuse. Ballan avait eu du mal. Je veux dire, il y en a beaucoup qui ont eu du mal avec ce maillot. Donc, est-ce qu'on va revenir à ça? C'est pas impossible. Un dernier avis, les gars, quelque chose que vous avez envie de dire sur Mats Pedersen ou est-ce que je peux passer à notre débat? Une dernière chose, à Florence, en espoir, il a terminé 2e du championnat du monde derrière Mathieu Van Der Poel. Donc c'est un homme qui performe peut-être particulièrement en fin de saison. Et il a eu sa revanche sur Van Der Poel. Donc voilà, on a terminé avec ce Mats Pedersen qui est donc champion du monde inattendu, mais beau champion du monde en tout cas, bien pour lui. On peut y aller sur le débat et sur l'équipe de France. C'est parti. Le débat que vous allez découvrir en synthé. Polo, tu as fait un magnifique synthé. Quelle question exacte tu as mis c'est pas forcément une question, c'est de se poser les questions de l'échec. À qui la faute Les raisons d'un échec. Peut-être que la faute n'est à personne finalement. Peut-être la faute c'est juste une question de jambes ou de météo, je sais pas. Mais on va se poser les bonnes questions, quoi. Les bonnes questions parce que vous allez voir les résultats exacts de l'équipe de France avec donc Tony Galopin qui a fini 23e, Julien Alaphilippe 28e, Cosnefroy a fini, je dis les deux comme ça c'est bon, a fini 42e et donc tous les autres qui ont énormément travaillé avant, en tout cas certains peut-être plus que d'autres, vous allez nous le dire, ils ont beaucoup travaillé. Qui a bien fait son boulot, qui ne l'a pas fait, ont abandonné. Alors, Robin, échec ou pas échec pour l'équipe de France? Échec, oui, parce qu'on attendait Julien Alaphilippe comme potentiel champion du monde et il ne l'est pas. Donc échec, oui. Est-ce que le travail a été fait par l'équipe de France? Oui aussi, parce que tous les coureurs qu'on a vus sur le tableau ont fait le travail toute la journée pour Julien Alaphilippe. Et si Julien Alaphilippe n'a pas les jambes dans les 35-40 derniers kilomètres, c'est pas de la faute des mecs qui ont bossé pour lui, c'est pas de la faute de Thomas Voeckler, et c'est pas vrai... Enfin, c'est pas grand... Il ne peut pas grand-chose non plus, Julien Alaphilippe, avec la saison qu'il a eue. Je pense qu'il a fait le maximum pour arriver le plus en forme possible, c'était pas assez. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce constat qui est un vrai constat. Échec aussi pour toi.
La tactique était bonne. On l'a vu très tôt avec Anthony Roux, puis après avec Julien Bernard, Anthony Cavagna, j'allais dire Rémi Cavagna. Ça, c'est de la faute de Thomas parce qu'on a parlé hier. Alors, Rémi Cavagna, qui ont fait un travail monstrueux pour rendre cette course difficile, pour que les sprinters qui sont logiquement plus rapides qu'Alaphilippe sur une arrivée massive soient éliminés. C'était le cas. Alaphilippe était dans une position parfaite, bien placé dans le peloton, notamment quand l'attaque de Van Der Poel arrive. Avec Galopin, on a vu. Il a tenté de pseudo-accélérer. Je ne sais pas si c'est une accélération, c'est surtout pour replacer Alaphilippe devant. On l'a vu qu'à ce moment-là, il était en 20e position au moment où ça se durcissait. Galopin l'a très très bien placé. D'ailleurs, on voit la déclat de notre ami Tony qui dit que justement, au moment où ça a accéléré, Alaphilippe, il n'avait pas les jambes. Il est revenu le voir en lui disant « Désolé, je ne peux pas suivre ». Je pense que le seul problème, et voilà, il est là, il réside dans les jambes d'Alaphilippe, mais ça, c'est un vrai problème. Et ça, il y a une responsabilité, peut-être pas d'Alaphilippe, mais autour de la sélection, autour de Thomas Voeckler, qui se sont mis des œillères sur Julien Alaphilippe en pensant... Tu veux miser sur un autre mec ? Tu veux être champion du monde avec qui si c'est ce qu'ils avaient fait un peu après avec Christophe Laporte, par exemple, qui est un homme qui n'a pas énormément travaillé ce jour. Alors, il a beaucoup bossé en plus pour Alaphilippe sur le début de l'année. Non, c'est ce que je dis, il n'a pas travaillé, mais c'était le seul plan B, en fait. Le seul élément un peu libre. Il n'y avait pas d'électron libre. Non, mais... Et d'ailleurs, Thomas Voeckler l'a dit dans l'interview dont tu parlais ce matin sur Twitter, Polo, c'est qu'il y avait un plan A, mais il n'y avait pas forcément de plan B. Je suis totalement d'accord avec ce que dit. Je suis totalement d'accord avec tout ce que dit Voeckler dans cette interview, et je suis assez d'accord avec toi, mais j'essaye un peu de diluer mes propos pour que ce débat soit sympa. C'est que Alaphilippe, et moi, sans dire que je le savais, mais il y avait des signes que Julien Alaphilippe n'allait pas avoir ses meilleures jambes. Admettons, tu prends pas Alaphilippe. Et là, c'était pas assez fort. Tu prends n'importe qui d'autre. Qui était proche de la sélection, j'en sais rien moi. En fait, la question c'est qui, Polo? Non, mais tu prends un autre mec, n'importe qui, n'importe quel Français. T'es toujours. Non, mais bien sûr, le problème c'est ça. Et là, pour le coup, c'est pour ça que j'en veux pas du tout à Thomas Voeckler et à personne d'autre, que ce soit au coéquipier d'Alaphilippe, même à Alaphilippe, c'est que on n'avait qu'une seule tactique possible, que ce soit avant, pendant. Et même en réfléchissant après. C'est comme si on disait que la Slovaquie a fait un mauvais choix en misant sur Peter Sagan. Non, mais c'est ça. Oui, mais ils ont que lui sur qui miser. On était bloqués par les profils de nos coureurs. Certains auraient pu dire oui, mais Rémi Cavagna, il était très fort sur la Vuelta. Rémi Cavagna a été très fort sur ses championnats du monde. Je ne pense pas qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Pareil pour Florent Sénéchal. Benoît Cosnefroy. Il aurait pu, mais ça aurait été totalement improbable de le protéger pendant la course. Et puis même Galopin fait un super championnat du monde. Il était fort, ça se voyait. Et il finit meilleur français. Mais comment tu voulais savoir à l'avance qu'il fallait davantage miser sur Galopin? Et même miser sur Galopin, on l'a vu dans ses très bonnes années, il fait des top 10 sur les championnats du monde. Mais ça ne suffit pas pour aller gagner. Donc la seule stratégie valable, c'était celle-là. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Il y a sûrement plein de raisons. La météo a beaucoup joué pour Alaphilippe. Est-ce qu'il a psychoté autour de ça? Est-ce qu'il s'est... D'après ce que disait Voeckler ce matin, il a beaucoup psychoté. Voilà, toute la semaine à penser à ça, au fait que la météo n'allait pas lui convenir. Ouais, il a même demandé à la Quick-Step de lui rapporter encore plus d'affaires la veille. Quand Florent Sénéchal lui a dit qu'il avait flotté toute la semaine et beaucoup, il paraît qu'il lui a eu un rictus vraiment d'inquiétude. Et aussi pendant la course. Il a dit j'ai fait des courses difficiles, mais celle-là, on va s'en souvenir. Journée de souffrance comme rarement, j'en ai connu depuis le début de ma carrière. Il a roulé sans lunettes pendant 260 bornes parce qu'il voulait mieux voir les trajectoires. Moi, ça, je peux comprendre parce que moi, quand il pleut sur mon scooter, bon, c'est pas vraiment pareil, mais quand il pleut beaucoup, j'aime pas avoir de visière parce que parce que je vois que dalle en fait. Et je préfère, quitte à me prendre des trucs dans les yeux, je préfère avoir la vraie bonne vision parce que c'est dangereux. Et pour le coup, je peux comprendre Alaphilippe, mais c'est aussi signe d'un mec qui est pas à l'aise et qui sait pas trop comment aborder ce genre de conditions climatiques. Il est peut-être parti un peu battu à cause de cette météo. Mais d'ailleurs, il risque d'être parti battu. Fait ça, les coureurs, de courir sans lunettes. Il y en a très peu. Sur les photos que j'ai vues passer, alors on pourra s'en repasser une ou deux, on verra au fur et à mesure, mais il y en a beaucoup qui ont couru sans lunettes. Oui, non, mais clairement, c'est pas le seul. Et pareil, regarde, quand je te donne mon super exemple du scooter, je pense que je suis pas le seul non plus. Mais voilà, le fait est, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est un échec cuisant, et d'ailleurs pas que sur cette
de course élite homme, hein, on va pas s'attarder sur les autres, mais ces championnats du monde sont une catastrophe. Première fois depuis 2004 que la Ils ont France tous des termine lunettes. sans médaille. C'est ça. Toute catégorie. Ils ont tous des lunettes, les gars. Non mais ouais, mais moi c'est pour ça que je voulais pas trop Je m'avancer. voulais vérifier. Je vois Wellens, j'ai souvenir de Sagan aussi qui les avait. Des accidents de scooter, Paul, ces gens. Ouais, bah voilà, tant pis pour eux. Heureusement qu'ils vont. Enfin, tu me diras, non, ils vont pas beaucoup moins vite que moi en scooter, surtout. Mais c'est ça que tu les voyais aller très vite sur route mouillée, ils Dans prenaient les des flaques, bandes ouais. blanches, etc. Je regardais les motos et les scooters derrière. C'est impressionnant parce que là, je me rends compte, moi qui connais, c'est les risques que prennent ces gens-là, c'est un truc de fou. Mais pour revenir sur notre débat, oui. Personne n'était incriminé parce que c'était la stratégie qu'il fallait adopter. Les coéquipiers de la FIP ont fait le taf. Alaphilippe, au moment où ça a attaqué, il était bien placé. Il n'a pas fait d'efforts superflus. Il n'a pas pu avoir les gens pour le suivre. Et quelle que soit une autre stratégie, comme l'a dit Thomas Voeckler, nous, on court pour gagner, on s'en fout de faire une place. Et ben, s'il y avait une autre stratégie, on aurait peut-être fait une place, mais on n'aurait pas gagné. Mais d'un autre côté, c'est frustrant parce que à la FIP, il y avait quand même des signes qui montraient qu'ils ne pouvaient pas faire mieux qu'une place sur ces championnats du monde. Et c'est le jeu d'un mondial, finalement. C'est dur, quoi. C'est le jeu d'un mondial, j'ai envie de te dire, Paul, où tu arrives fin septembre et tout le monde a une saison pleine dans les jambes. Mais moi, je veux revenir particulièrement là-dessus parce que je regarde pas mal les autres sports, etc. Et l'une des questions, notamment dans le rugby, dans le foot, c'est comment amener les joueurs qui ont des contrats avec leur club à une bonne forme sur un calendrier international. C'est-à-dire comment s'arranger. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on s'est posé la question énormément de la forme de Julien Alaphilippe. Est-ce qu'il ne faudrait pas enfin que la Fédération française de cyclisme ait un peu plus de poids dans les décisions du calendrier d'un possible favori, d'un possible leader? Parce qu'on le voit, Julien Alaphilippe, peut-être qu'il avait froid, mais s'il avait aussi de meilleures jambes, s'il avait été peut-être un peu plus précautionneux sur son calendrier, est-ce qu'on n'aurait pas plus de chance? Ça fait 22 ans qu'on n'a pas été champion du monde. Il faut peut-être se poser les bonnes questions. Être précautionneux, c'est quoi? C'est pas faire le Tour de France? Non, pas faire le Tour de France. C'est ça la question de Julien Alaphilippe. Alaphilippe, ses objectifs, il fallait sur la prépa. Ses objectifs d'Alaphilippe, c'était les courses de début de saison, c'était les classiques de début de saison, qu'elles soient italiennes ou belges. Mais le mondial, le fait est, c'est qu'il les a réussi. Le mondial de cette année, ça a toujours été un de ses objectifs. Il s'est préparé pour ça. C'est pour ça qu'il a réenclenché le Tour de France. Pas vraiment. En plus, c'est ça aussi. C'est qu'il l'a bien dit. Même s'il vise le Lombardie. Il le prend pour du bonus parce qu'il a fait une saison réussie. Mais au mois de janvier, il avait évidemment le championnat du monde en tête. Donc pour moi, la question, elle se pose pas vraiment. Julien Alaphilippe avait plus envie d'être champion du monde pour lui-même que la Fédé n'avait envie qu'elle le soit. Et surtout, par rapport au sport, on peut parler des fenêtres internationales au foot ou même au rugby, où je trouve que c'est encore pire. Là, Alaphilippe, s'il dit à la Quick Step que son objectif c'est le championnat du monde, la Quick Step a un énorme intérêt à ce qu'Alaphilippe soit championnat du monde, puisqu'il va porter le maillot de champion du monde dans l'équipe. Donc c'est vraiment quelque chose. En fait, hein. C'est ça. Et c'est quand même un rendez-vous majeur de chez majeur. Non, je pense pas que ce soit le problème. Là, je pense que c'est juste une question de forme d'un Julien Alaphilippe qui a beaucoup trop donné. Beaucoup trop non, puisqu'il a performé, il a gagné des courses. Mais il arrivait rincé, comme on l'a vu ces dernières semaines, pas dans un très bon état de forme. Difficile de lui en vouloir vu la saison qu'il fait, mais c'était aussi à prévoir. On parle aussi des conditions climatiques. On a vu qu'à chaque fois qu'il a participé à des courses, même des courses qui lui conviennent dans ces conditions-là, je pense à Liège cette année notamment, même à Liège il y a quelques années, il n'y arrive pas. Donc voilà, c'est à nous d'en prendre de tirer les conséquences de ça, de se dire peut-être qu'Alaphilippe ne doit pas être notre unique chance sur les championnats du monde sur des courses de fin de saison. L'année prochaine, tu as les JO qui sont le 25 juillet et ensuite 2 mois plus tard, 3 mois, deux gros mois plus tard, les championnats du monde sur des parcours plutôt similaires, des parcours difficiles, des parcours dans lesquels il peut. L'année prochaine, tu pourras inclure Pinot et Bardet dans la... Et des Barguil. C'est compliqué parce qu'en plus, il y a les Jeux Olympiques une semaine après le Tour de France avec un parcours montagneux. Donc les Bardet, Pinot. Et Thomas Voeckler a dit qu'il ne comptait pas faire 2 équipes différentes et que vu l'écart entre ces 2 courses, qu'il y avait largement de quoi mettre les deux mêmes équipes avec justement, je pense qu'il a déjà une petite idée derrière la tête, la FIB doit en faire partie. Mais après, quid de son état de forme, surtout s'il reparticipe au Tour de France. On termine ce débat avec une question, 0 médaille sur l'ensemble de la semaine. C'est évidemment une déception pour l'équipe de France. Sur le contre-la-montre, Latour a fini 18e, Benjamin Thomas 28e. Chez les femmes, Audrey Cordon a fini 17e. Est-ce que vous avez une explication à ces mauvais résultats? Première fois, je le redis, première fois depuis 2004 que la France sort de championnat du monde sans médaille, sans aucune médaille. Et il y a des domaines où on sait qu'on n'est pas bon. Le contre-la-montre en fait partie.
Chez les femmes, il y a un petit creux aussi parce qu'on voit bien qu'on n'a pas de françaises au niveau des néerlandaises, surtout de Vos, Van Vleuten, Van der Breggen, même des italiennes, Longo Borghini. Avec la forme de Pauline Ferrand-Prévôt, on pouvait peut-être espérer un top 10 au championnat du monde, mais sa priorité, c'est le VTT pour l'instant. Donc non, je pense que sur la majorité des catégories, on savait qu'on arrivait sur ces mondiaux avec peu de chances de médailles. Après, la déception, elle vient surtout, je pense, des juniors et des espoirs où, à la fois chez les filles et chez les garçons, on est censé avoir des cartes. Et où, mais on est censé avoir des cartes, on en a. Je pensais notamment aussi à Alexis Brunel chez les espoirs. Chez les juniors, j'ai plus les noms, mais il y en a aussi face à une génération qui est plus forte que la nôtre. En espoir, la génération il y est a encore un an, En espoir, là, ouais. Bien sûr, mais là je te parle de cette année. On l'a vu sur le Tour de l'avenir. On l'a vu sur le Tour de l'avenir déjà, sans suivre, parce que c'est vrai que je suis de loin et par rapport à un Jackie Durand qui m'impressionne à chaque fois quand je l'écoute parler des catégories espoir et junior. En suivant ça de loin, tu sais qu'il y a une génération très forte de coureurs, qu'elles soient néerlandaises, qu'elles soient même nordiques, chez des pays nordiques. Et norvégiens avec Tobias Foss. Tout à fait. Et je pense surtout aux Anglais et aux Néerlandais. C'est plus fort que nous pour l'instant. C'est plus fort que nous sur cette génération-là. Après, on verra ce que ça donne, comment ils arrivent à faire fonctionner ça au niveau des professionnels. Mais pour l'instant, c'est plus fort. Et même quand on regarde les courses... C'est pas parce qu'on est champion du monde chez les espoirs, chez les juniors, moi, c'est des courses en coureurs, c'est des catégories qui sont très zoomées. Donc... C'est des courses que j'ai regardées et j'écoutais justement les commentateurs que sont notamment Jackie Durand, qui nous expliquait que non, qu'on n'était pas favoris sur ces courses-là, qu'à la limite, on pouvait faire des bonnes places, mais qu'on n'était pas des favoris. Donc, niveau comptable, déception, mais après, est-ce qu'on n'est pas à notre place? Quand on regarde dans chaque catégorie, après, il y a une explication, il n'y a pas de véritable déception. Je pense qu'on est à notre place, c'est un peu à l'image des championnats du monde de Doha en ce moment en athlétisme. Oui, on n'a aucune médaille, on est nul, mais on est à notre place. Je sais pas, on est à notre place. Ouais, mais si tu sors avec la médaille d'or sur la course élite homme, tout est réglé. Oui, voilà, tout est réglé. C'est aussi ça, parce que c'est l'image et le symbole de l'équipe de France. Mais encore une fois, moi, je savais qu'on n'allait pas avoir la médaille d'or sur la course élite. Enfin, je savais. J'en étais persuadé, en tout cas. Voilà, mais c'est ce que tu nous avais expliqué dans la preview, exactement. Tout à fait, tout à fait. On en a terminé avec ce débat. On va pouvoir aller sur les bonifs. On a le temps ? C'est parti. Oui. Oh, c'est beau, ça. Rapidement. Robin, c'est quoi, Denis ? Robin, donc tu as choisi Juan Denis comme bonification. Oui, le champion du monde du contre-la-montre qui a conservé son titre. Pas qu'un peu. Hein. Et pas qu'un peu, en effet. Bon, il faut dire que la concurrence a été un peu éparpillée avec Campenars qui a eu des problèmes techniques pendant le chrono. 1 minute 9, il lui a mis à Remco. Evenepoel fait un super chrono, mais voilà, Denis, à tous les intermédiaires, il était devant. C'était la grosse interrogation. Il n'avait pas couru depuis le Tour de France. Il avait quitté le Tour de France et Bahreïn Merida avec une grosse embrouille sans qu'on sache vraiment ce qui se passait. Il a couru le contre-la-montre avec un vélo maquillé. La course en ligne, par contre, il ne l'a pas maquillé du tout. Vélo BMC rouge sans problème. Donc son vélo de l'année dernière. Oui, c'est parce que je crois qu'entre les deux, il y avait eu rupture de contrat avec. Alors non, justement, Bahreïn Merida a annoncé le soir même. Bahreïn Merida a annoncé la rupture de contrat 20 minutes après l'arrivée du championnat du monde. Donc voilà, c'est terminé entre Bahreïn Merida et Juan Denis. Je pense que Juan Denis est le plus heureux des hommes. Et Polo, toi, ta bonif, elle est sur Eekhoff. Eschkoff, alors je ne sais pas comment tu vas le dire. Tu vas sûrement le dire. Eschkoff, voilà. Le néerlandais qui a donc été disqualifié pour s'être abrité derrière une voiture pendant plus de 20 minutes. Il a été champion du monde et après avoir été champion du monde, on est venu, l'UCI l'a entendu, lui, son équipe a revu les images et a dit voilà, tu n'es plus champion du monde. Alors, est-ce que c'est normal, Polo, la manière ou tout simplement il a triché et il se passe ce qui doit se passer? Bon, là, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Ça aurait pu faire l'objet d'un mini-débat. Mais c'est normal qu'il soit disqualifié. Les images sont équivoques. Enfin, on est pris par l'émotion, du coup? On est pris par l'émotion et c'est cata. Alors après, le sport, c'est de l'émotion. Là, on est d'accord. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut adapter les règles, je ne sais pas. Mais les règles, c'est Eekhoff a chuté. D'ailleurs, il avait bien chuté, puisque limite, je me demande s'il n'a pas fini la course avec l'épaule disloquée. Oui, il s'est remis l'épaule. Ouais. Mais attends, il est revenu dans les voies. Mais regardez les images, ceux qui sont surpris et qui défendent le fait que c'est pas normal. Juste à regarder les images, il prend l'aspersion d'une voiture pendant presque 20 bornes, je pense. Donc c'est quand même énorme. Je pense que le problème là-dedans, c'est qu'il prend après la course. Bien sûr. Alors ça c'est un problème. Tout de suite et que tu viens comme en marche par exemple en athlétisme, là t'as triché, t'es disqualifié, on n'en parle plus, mais là il reste dans la course jusqu'au bout, il prend la médaille d'or et après
Mais il y a un problème pour laquelle Larry Warbasse, dont je parlais tout à l'heure, disait voilà, sa première proposition, c'est que quand un coureur chute, il doit être autorisé à monter dans une voiture et une caravane qui le ramènerait là où il a chuté. Et après, il a dit, et en plus, c'est aussi pas de sa faute parce qu'il y avait des conditions catastrophiques. On nous envoie sur des terrains scandaleux et c'est la raison pour laquelle il disait les championnats du monde à Harrogate fin septembre, c'est juste pas possible. Moi, je trouve que là, personnellement, de mon point de vue de cycliste de canapé, je trouve que de Larry Warbasse, ce qu'il raconte notamment sur Ecoff et sur les règles qu'il propose, c'est n'importe quoi. Et pourtant, il est soutenu notamment par un Bardet qui dit tous les coureurs sont dans le même peloton, tous les coureurs subissent la même météo. Ça fait partie aussi du jeu de savoir rester sur un vélo. C'est des faits de course. C'est des faits de course. C'est triste parce que parfois c'est cruel. Philippe Gilbert, lui, n'est pas revenu dans les voitures. Il a abandonné, il a pleuré. Voilà, c'est ça la course. C'est triste parfois. C'est beau aussi, et c'est peut-être pour ça que c'est aussi beau. C'est qu'on sait à quel point ça peut être triste. Non, je suis désolé. Ecoff, c'est normal qu'il soit sanctionné. Alors après, si vous êtes malheureux et que vous trouvez que pour la beauté du sport, c'est pas beau, demandez à ce que les règles soient changées. Et si les règles seront changées, on appliquera les nouvelles règles. Et voilà. Mais là, si on doit appliquer les règles, Ecoff, c'est normal qu'il soit sanctionné. Je finis juste un mot aussi parce que je vais parler de Tom Pidcock qui lui va chercher une médaille de 3e sur tapis vert avec un genou disloqué. Voilà. Donc autant courir avec une épaule disloquée, c'est pas cool. Il termine avec la médaille de bronze. Mais quand tu termines sur la médaille de bronze avec un genou disloqué sur une course de vélo, je pense que ça classe un homme. Et de toute façon, on le sait déjà. Tom Pidcock, on en reparlera dans les années à venir. Exactement, mon Polo. Voilà, c'était ton dernier coup de gueule. On termine l'émission avec une petite minute de quiz. C'était un coup de cœur. Non, mais sur Ecoff. Oui, ouais. On termine l'émission avec un petit quiz d'une petite minute. Allez, c'est parti. Et 3-4 petites questions, pas plus. C'est promis, la régie, on va aller rapidement. Première question, les gars. Polo, Robin. À quel âge Lance Armstrong a-t-il été champion du monde ? 22 ans, pardon. Ni l'un ni l'autre. 21. Ouais, c'est 21. J'ai proposé. J'accorde le 0. Le 0. J'accorde le point à Robin. Non, je veux dire. On ne l'accorde pas. Point pour personne. Ouais, il a été champion du monde à 21 ans et 346 jours. Troisième coureur. En quelle année, Joseph ? Jeune. En 1992 à Oslo. Non, 93. Bravo, Joseph. Bravo. On va te faire des quiz aussi. De temps en temps. Mais c'était à Oslo, il pleuvait. Et ça, j'ai la bonne réponse, je suis sûr et certain. Qui est le coureur qui a pris le plus de départs des championnats du monde ? Oh, j'en ai aucune idée. Il a fait la course. Gilbert ? Philippe Gilbert. Ouais, bien joué. Petit indice qui permet donc à Robin de gagner 1-0. Gros indice. Il a fait la course. Ils sont juste 192 à avoir fait la course. Quel est l'âge de Primož Roglič ? 26. 29 ans. Bravo Robin. 2-0. Ah ouais. Trentin a terminé deuxième. Qui est le dernier Italien à être monté sur le podium des championnats du monde ? Alessandro Ballan, bravo, qui était champion du monde et depuis, ils n'ont eu personne sur le podium des championnats du monde. On termine, les gars, par une petite énumération. Top 10 des championnats du monde. Est-ce que vous êtes capable ? Polo, tu peux y aller en premier. De cette année. Michael Valgren. Pedersen. C'est bon. Pour les deux. Sagan, c'est bon. Pourquoi tu dis les durs ? Hein ? Pourquoi tu dis les durs ? Parce que les autres, je me souviens plus. Le podium, non ? Non, mais oui, non, mais c'est pas les durs. Les durs, c'est ceux qui suivent après. On a Pedersen, on a Trentin, on a Valgren, on a Sagan. Kung. Costa. J'en ai encore, Polo, t'es cuit. Ouais. Il manque le 4e. Moscon. Van Avermaet. 8e. Il manque le 9e. J'en ai plus, si tu trouves, t'es bon. Il manque le 9 et le 7e. Il manque le 7e. Sprint qui remporte. Christophe. T'en as plus après. Alexander Christophe, bravo. Est-ce que tu as le dernier ? Non. Tu n'as pas le dernier, donc Polo remporte ce quiz. Et le dernier, c'est Gorka Izagirre qui a terminé 9e pour l'Espagne. Très en forme, Izagirre. Bravo, mon Polo. Tu remportes donc ce quiz. C'est malhonnête. Malhonnête. Est-ce que j'accorde en égalité parce que non, on n'accorde rien. Robin était très bon. J'accorde pas alors, très bien. Tant pis pour vous, les gars. Gagné, Polo, c'est terminé. Bravo, Polo. Bravo. Merci, mon Robin. Merci à toi. On se retrouve pour une prochaine émission de Roue Libre le plus rapidement possible. Bisous, les rouleurs. Bisous, les gars. Salut.